retard. Donc, merci beaucoup à Jacques et Guillaume de venir ce soir pour nous présenter les métiers du marketing. Je vous remercie de la part de toute l'asso Prépa Lumni et tous les étudiants de la Cato. Je vais peut-être vous laisser commencer par vous présenter et ensuite il y aura Baptiste et Victoire qui vont vous poser les questions globalement sur votre parcours et sur votre métier aujourd'hui. Ok, ben, je peux commencer si vous voulez. Du coup, je m'appelle Jacques Durand. Je suis actuellement chez Nestlé en tant qu'assistant responsable marketing enseigne. Alors, le nom, il est un peu trompeur, ça fait très marketing, mais moi, je suis plutôt dans le commerce, du coup. J'étais à la Cato de 2019 à 2021. J'étais en double cursus, licence économie-finance et du coup, prépa. Voilà, là je suis du coup en année de césure à Schema Business School dans le sud de la France. Et voilà, petit point général. Alors, Guillaume Poré, j'ai été à la Cato de 2015 à 2017 en licence économie-finance aussi à la FGES. En deuxième année, je suis passé sur le double cursus avec la prépa. Et après, je suis passé chez l'IESEG où j'ai suivi un bachelor 3 et ensuite un master en marketing. Et après ça, j'ai eu des petites expériences jusqu'à aujourd'hui où je suis chargé de marketing digital chez Leaderia, donc qui est un cabinet de recrutement spécialiste de l'agroalimentaire justement, où je suis en charge de tout le marketing, la communication, les relations presse, etc. Enfin, vraiment tout ce qui a trait au digital, au marketing et à la communication, c'est moi qui gère dans le cabinet. Enfin, dans deux cabinets, on a deux cabinets différents dans le groupe et je m'occupe de tout ça. Ok, super. Donc moi, je vais prendre le relais. Alors juste, vous m'avez dit tous les deux que vous étiez en prépa, avant en prépa intégrée à la Cato. Est-ce que, parce que vous avez dû présenter un projet pro aux écoles de commerce, est-ce que c'était celui-là, ce projet? C'était le projet dans le marketing ou dans le commerce? Pas du tout. À la base, je voulais pas du tout travailler dans le marketing. À la base, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, me lancer dans la mode. Et au final, en entrant à l'ESSEC, j'ai complètement switché de projet et je suis reparti sur le marketing. D'accord. Tu n'avais jamais eu de cours de marketing avant. C'était la première fois en ISEG. Alors, rapidement, en prépa, on a des petits cours de marketing, 3 heures par semaine, une fois par semaine, ce qui est pratiquement rien. Enfin, c'est plus une introduction au marketing. Je crois qu'à la Cato, ils proposent aussi en plus en option, une option marketing en semaine l'après-midi. Mais c'est vraiment c'est tout petit quoi, comparé à ce qu'on a après où c'est beaucoup plus développé. Et c'est là où commence à vraiment devenir intéressant. D'accord. Et toi, Jacques, du coup? Et moi, pour ma part, pas du tout non plus. Je t'avoue, j'avais proposé un projet en ressources humaines, pas forcément dans l'agroalimentaire en plus. Et écoute, de fil en aiguille, j'ai trouvé que bah, du coup, j'ai fini en commerce. Et voilà, focus agroalimentaire. Je suis rentré chez Heineken, ça m'a fait aussi développer ce projet. Et tout ça pour dire que la plupart des étudiants ont un projet en tête lors de leurs 2 premières années de licence, 3 premières peut-être, et c'est au fur et à mesure des expériences professionnelles souvent que ça change en fait. On ne connaît pas souvent le métier dans lequel on va proposer des projets aux écoles. Et voilà, un premier pied dans l'entreprise, ça te permet quand même d'avoir une visibilité sur ça. Donc, alors c'est clair qu'il faut présenter un projet, il faut essayer de se diriger vers des études qui te plaisent et qui sont cohérentes avec ton projet, mais concrètement, voilà, ça peut changer. Mais du tout au tout en plus. Ok. Et juste pour clarifier, Jacques, parce que toi, tu as dit que tu étais en commerce, mais quel est ton lien en général avec le marketing? Tu as un lien Ouais. quotidien avec les équipes, non? Alors, en fait, moi, je suis assistant catégorie manager. Ça s'appelle aussi responsable marketing enseigne. En fait, ça diffère en fonction des entreprises. Et mon lien avec le marketing, ça va être toutes les validations des projets trade, les validations des visuels. Donc, en fait, le commerce et le marketing ils sont obligés de travailler main dans la main pour tous les projets qui sont proposés par l'entreprise. En fait, tu as des validations à droite, à gauche, et le marketing, du coup, a cette casquette d'un peu gérer l'image de marque que tu vas vouloir faire ressortir. Et le commerce, ça va être l'implémentation au niveau du terrain. Et voilà, ça va être toute la partie opérationnelle plus. D'accord. Ok.
Et donc là, il y a beaucoup d'étudiants là, dans la conférence. Parce qu'il y en a qui veulent faire évidemment du marketing, est-ce que vous avez des idées pour que les étudiants aujourd'hui à la Cato puissent développer des skills ou bien développer des compétences en marketing sans forcément avoir une formation de marketing aujourd'hui? Ouais, bah, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont disponibles. Pour moi, alors sur vraiment le digital, c'est les formations Google, surtout Google Analytics, qui est énormément demandé par les entreprises. Et si on peut aussi avoir toutes les formations, les certifications Google Ads, c'est encore mieux. Et après, Google propose également des cours de marketing, on va dire, plus larges, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer en complément de ce qu'on a déjà nous. Et après, bah, en fait, utiliser les médias, notamment TikTok. TikTok, il y a vraiment mais genre, énormément de créateurs de contenu qui sont dans le marketing, qui sont dans la communication, qui parlent de leur métier, qui parlent de leurs expériences, qui donnent des conseils et qui présentent surtout des cas concrets. Parce que souvent, ce qu'on a en école, c'est des beaux cas qui sont bien ficelés, bien gérés. Et en fait, une fois qu'on arrive sur le terrain, dans la réalité, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, c'est bien d'avoir vraiment cet aspect retour terrain, ce retour opérationnel pour vraiment mieux discerner les attentes des entreprises, ce qu'on va faire concrètement et comment on peut arriver à ce stade. Sinon, ça reste très académique, ça reste très théorique et en fait, il n'y a rien qui remplacera vraiment la pratique concrète. Donc toi, quand même, tu privilégies plus la formation, la certification, plutôt Ouais. que, par exemple, le master il y a un master en marketing à l'IESEC, par exemple. Alors, on peut faire un master c'est même recommandé. Enfin, Mm. travailler dans le marketing sans avoir un master en marketing, pour une entreprise, ça semblera un peu bizarre. En revanche, il faudra toujours compléter en fait ce qu'on a parce qu'aujourd'hui, euh, les attentes des entreprises, elles évoluent et parfois elles évoluent plus vite que les écoles. Notamment, par exemple, là, je pense honnêtement que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, on demandera aux marketeurs de savoir utiliser l'IA générative ou l'IA pour la data. Clairement, pour moi, ça sera un prérequis, qu'on soit un jeune diplômé ou qu'on soit un profil plus senior de 40 ou 45 ans. Et ça, les écoles, le temps qu'elles mettent en place un cursus, un programme, qu'elles fassent venir des intervenants, il y aura toujours ce petit décalage et ça restera toujours aussi théorique. Et en fait, la théorie, c'est très bien, ça permet d'avoir des bases solides, mais il faut vraiment aller plus loin, à la fois par des stages, par de la pratique et puis par des retours d'expérience. Moi, mon conseil, c'est ce que j'avais fait, c'est de parler justement avec des professionnels du secteur. Contacter des professionnels en marketing, soit en B2B, soit en B2C, dans les secteurs qui nous intéressent, pour avoir leur retour d'expérience, savoir ce qu'ils font de leur journée concrètement. Alors, il n'y a jamais de journée type, mais vraiment avoir ce retour terrain, pour moi, c'est indispensable et ça, on peut pas l'apprendre à l'école. Parce qu'à l'époque, c'est très banalisé, c'est très standardisé et ça ne changera pas la réalité du terrain qui est beaucoup, beaucoup plus nuancée que la théorie. Moi, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire. Et ce qui est bien, c'est qu'à la Cato, vous avez quand même des alumni qui sont souvent hyper ouverts à vous accompagner dans vos projets. En fait, poser des questions à des gens qui sont dans le métier ou le domaine que vous voulez faire, c'est vraiment primordial. Et c'est la meilleure vision que vous aurez de ce que ça représente réellement de faire un métier dans le marketing, de faire un métier dans le commerce, dans les ressources humaines. C'est vraiment l'apport terrain que quelqu'un peut vous donner, ça n'a pas de prix. Alors, les cours théoriques, c'est une chose, ça va vous permettre de mettre en pratique ce qui vous est demandé en entreprise, mais la vision de l'entreprise, elle passe quand même par les gens qui y sont. Et profiter de cette chance avant de faire des choix d'école, avant de porter des projets concrets, c'est primordial. Et c'est quelque chose qui est hyper développé à la Cato. Vous avez le réseau Alumni qui est monstrueux. Et puis même, vous avez pu voir, nous, on nous a contactés sur LinkedIn. Ça a été un plaisir pour moi de répondre et de dire qu'il n'y avait aucun souci de donner mon opinion et de parler un peu de ce que je faisais et de comment j'en étais arrivé là. Vraiment, profitez de ça parce que c'est la plus belle opportunité que vous allez pouvoir avoir professionnellement. Et ça peut peut-être aussi vous offrir des portes parce que voilà, je reviens sur le mot opportunité, mais tout le monde de l'entreprise, c'est des opportunités qui s'attrapent, quoi. Et j'ajouterais même que le fait de communiquer justement avec ces alumni, ça vous permet aussi de développer votre réseau. Et avec ce réseau, vous pourrez obtenir peut-être pas directement des stages, mais si la personne que vous contactez n'a pas de stage disponible, peut-être que quelqu'un qu'elle connaît
à un stage qui s'est ouvert et donc ça vous permet aussi de vous accompagner là-dessus parce que trouver des stages, déjà c'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment le stage qui va faire la différence après quand vous allez sortir et que vous serez diplômé. Et il faut avoir des bons stages et trouver des bons stages aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup le réseau. Ok. Et juste aussi une autre question par rapport aux écoles et aux masters en marketing notamment. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des études de cas qui vous font, qui vous aident en tout cas sur votre job d'aujourd'hui, qui vous ont aidé sur votre job d'aujourd'hui? En fait, des études de cas, tu vas en avoir tout au long de ton cursus, que tu fasses des études en marketing ou pas en marketing. Le truc représentatif et qui va pouvoir t'aider, c'est surtout de t'imprégner de ça, en fait. C'est ton expérience personnelle qui va pouvoir aussi t'aider à t'adapter dans le monde de l'entreprise et avoir un visu plus clair et plus objectif sur ce que ça représente réellement. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Guillaume. Ben, c'est ça, les études de cas, en fait, c'est bien pour appliquer les choses et ça vous permet d'avoir vraiment le pied à l'étrier. Euh, et donc aussi de voir des choses qui sont différentes. Parce que le principe de l'étude de cas, c'est qu'on essaye de couvrir un large champ de possibles, puisque chaque entreprise est différente, chaque secteur est différent. On ne fait pas du marketing de la même façon dans une PME que dans un grand groupe. Et pareil, c'est très différent entre de l'agroalimentaire et de la tech. On ne fait pas du tout la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est bien d'avoir tous ces éléments-là parce que ça donne déjà un peu des bases en fait pour la suite quand vous allez les appliquer en stage. Parce que c'est vraiment le stage, pour moi, le plus formateur, c'est le stage. Le stage ou l'alternance, si vous partez après sur une alternance, ce qui est encore mieux. Ok, bah du coup, pour faire écho à cette partie un peu plus pro, je vais laisser Victoire vous poser quelques questions là-dessus. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on va aborder la question professionnelle, les questions professionnelles. Est-ce que, pour vous, pourquoi votre secteur d'activité et pas un autre? Peut-être, Guillaume, tu peux commencer parce que tu as plus d'expérience. Alors déjà, je savais que je voulais pas quelque chose de rébarbatif. Typiquement, la compta, c'est vraiment pas du tout fait pour moi. C'est trop souvent la même chose. Vous voulez quelque chose qui à la fois allie la créativité et en même temps un côté plus rigoureux, organisation, et surtout quelque chose qui soit énormément différent. Notamment dans le digital où on développe de plus en plus de choses. Le marketing digital, ça reste entre guillemets récent par rapport au marketing général qui date d'à peu près des années 40-50. Le marketing digital, ça a 10-15 ans. Et on voit qu'on développe encore plus de choses au fur et à mesure qu'on avance. Et donc moi, c'était quelque chose que je voulais. C'est vraiment un truc où il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir. Et pour moi, c'était ça, quoi. Alors, je dis pas, j'ai rien contre la compta. C'est très, très bien ce que tu vas faire de la compta. Mais pour moi, le marketing, si on a envie vraiment d'avoir un métier fun, un métier où on s'éclate, où on fait plein de choses différentes, où on parle aussi avec des gens différents, on peut travailler aussi bien avec les RH. Alors, les commerciaux, ça c'est tout le temps forcément, parce qu'on est vraiment en support l'un de l'autre. Mais on parle avec les RH, on peut être en contact avec le service financier, avec le service clientèle, avec le service technique. On va parler avec tous les services de l'entreprise. Et ça, c'est génial. Ça apporte une ouverture d'esprit et une compréhension en fait de plein de métiers différents puisqu'on est obligé de travailler avec eux et pour travailler avec eux, il faut être capable de se comprendre et donc de connaître un minimum leur métier. Et ça, c'est génial. Il y a peu de métiers où on a ce contact privilégié comme ça avec vraiment tout le monde, tout le monde. Jacques, si tu veux rajouter quelque chose. Bon, mais moi, je suis tout nouveau dans le monde de l'entreprise. Je t'avoue, je suis juste en césure. Ça fait 1 an que je travaille. Mais pour moi, le choix professionnel, il a été fait un peu par rapport à ce que je ressentais et ce que je comprenais du monde du travail à travers les stages. Comme Guillaume, il martèle depuis le début, c'est par l'expérience que tu acquiers au niveau des entreprises, au niveau aussi du secteur dans lequel tu vas évoluer, que tu vas pouvoir te rediriger ou te diriger vers quelque chose qui te plaît. En fait, il faut aussi, le choix professionnel, il faut se connaître pour choisir un métier parce que c'est quand même quelque chose qui va te guider pendant des dizaines d'années. Et vous verrez, le premier pied dans l'entreprise, c'est quand même quelque chose qui dénote totalement avec les études. Les études, elles sont indispensables pour mettre en place de réelles qualités, d'avoir des skills au boulot.
Mais d'un autre côté, le monde de l'entreprise, c'est un monde à part. D'ailleurs, on dit le monde de l'entreprise parce que c'est quelque chose de très différent et en fait, ça s'acquiert sur la formation professionnelle. Donc voilà, enfin, je reviens toujours au même point, mais il faut échanger avec des gens en fait, qui sont dans le milieu professionnel pour pouvoir un peu avoir une idée de ce que nous-mêmes on voudrait faire. Il faut se poser la question aussi de ce qu'on ne veut pas faire pour faire un choix professionnel. Parce que Guillaume le disait très bien, faut aussi se connaître, enfin, faut voir ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire pour pouvoir évoluer dans quelque chose qui nous plaît. Si on met déjà de côté ce qu'on ne veut pas faire, on va pouvoir se diriger vers des projets et vers des actualisations professionnelles qui nous conviennent et qui nous ressemblent. Et c'est hyper important au travail parce que c'est des journées comme pendant les études, c'est long, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé, enfin, Jacques, tu as parlé de J'ajouterais juste créativité. une chose, c'est pas juste les journées qui sont longues, c'est qu'on change aussi de temporalité quand on passe dans le monde de l'entreprise. On n'est plus sur des semestres avec des vacances dans chaque semestre, entre deux semestres. Là, on est parti potentiellement entre janvier et juillet, où on va avoir peut-être une semaine de vacances et c'est tout. Et on va rester, ça va être toujours la même chose, on n'aura plus des cours qui vont changer, des profs qui vont changer. La temporalité en entreprise elle est très différente de la temporalité qu'on a quand on est étudiant. Et ça, c'est quelque chose, si on n'est pas bien dedans, ça peut très, très, très vite être lourd. Et si vous allez sur Welcome to the Jungle, vous verrez, il y a plein de témoignages de gens qui étaient malheureux dans leur travail et qui le disent que quand on est malheureux, aller au boulot, c'est l'enfer. Alors que si on adore son boulot, si on adore ses collègues, franchement, ça passe très, très, très vite. Super. Donc, on retient l'importance de se connaître soi-même pour se diriger vers quelque chose qui nous plaît. Et donc, quelles sont vos principales responsabilités au sein de l'entreprise? Un peu plus détaillé qu'au début. Pour ma part, donc moi, je suis arrivé chez Leaderia, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait absolument rien. Il y avait un petit peu de communication, mais c'était vraiment maison, parce que c'est une boîte qui est assez jeune, hein, elle a à peine une dizaine d'années. Et donc, ma responsabilité quand je suis arrivé, ça a été de tout construire. Construire une stratégie, construire une identité de marque, reconstruire un site web à partir de zéro, mettre en place vraiment tout un plan d'action marketing au sein de l'entreprise pour développer déjà son image de marque et en même temps surtout développer le commercial. À la fois en appui des commerciaux à proprement parler, mais aussi en fait tout ce qui est génération de leads, donc des contacts, des prospects qualifiés. Et ça, c'était ma responsabilité quand je suis arrivé et ça l'est toujours. Sauf que là, plus le temps passe, plus on démultiplie les actions, plus on gère des choses différentes. Et aussi, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, notamment quand on fait du marketing, c'est qu'on fait appel à des prestataires. Et ça, pouvoir à la fois avoir de l'interne et de l'externe, c'est génial parce que ça nous apprend à manager de façon indirecte, parce qu'il n'y a pas de relation hiérarchique avec un prestataire, parce que par définition, il est externe. Mais il y a quand même une notion, une forme de management à inscrire dans le respect des deadlines, dans les consignes, dans le brief, mais aussi en fait dans l'accompagnement, puisque par définition, comme il est externe, il ne connaît pas notre entreprise. Il n'est pas en interne, et donc il faut pouvoir l'accompagner, le guider pour que vraiment il donne le meilleur de lui-même pour notre entreprise. Et ça, c'est ma responsabilité. Et là, ça l'est encore aujourd'hui avec toute la partie un peu plus, que moi j'appelle la partie chiante, c'est-à-dire les budgets que je déteste faire. C'est très long et puis il faut les défendre. Et ça, c'est une chose, c'est une posture à avoir. Il faut aller vers la direction, lui dire bon, là, l'année prochaine, j'ai besoin de débloquer tant d'argent pour telle raison, telle raison, telle raison. Et ça, c'est aussi une posture qu'on ne peut pas apprendre à l'école. C'est vraiment une attitude à avoir, un état d'esprit à avoir qui s'apprend avec les stages, en étant bien accompagné par des tuteurs, en étant dans les bonnes entreprises, pour vraiment adopter cette posture de cadre, de futur dirigeant, parce que j'espère que vous serez tous un jour sur des fonctions de direction. Et ça, c'est une posture qui s'apprend par la pratique. Du coup, moi, je vais rebondir sur ce que disait Guillaume, parce que mon point de vue, moi, je suis pas du tout dans une PME. Moi, je suis dans le premier, la première boîte d'agroalimentaire mondiale. Et avant, j'ai fait une autre multinationale, donc Heineken. Les processus, que ce soit marketing ou commerciaux de ces entreprises, elles sont quand même, de mon côté, très fixées. Les responsabilités, elles sont prédéfinies un peu à l'avance. Après, bien sûr, en fonction des choix et des managers qu'on va avoir,
Ça va forcément se modifier. Ce que je peux dire des responsabilités en tant que stagiaire, bon, j'ai eu la chance de participer à, c'est ça, aux projections sur l'année 2024. Donc, c'est des créations, de plans, il y a beaucoup de planification, il y a beaucoup d'organisation au sein de l'entreprise. Va y avoir de la gestion interne et externe, dans le sens où, comme Guillaume, moi, je vais gérer des intervenants extérieurs. Donc, il va falloir envoyer des briefs pour tout ce qui va être les créations, trade. Donc, dans une multinationale comme Nestlé, en fait, ça va vraiment être subdivisé. La partie commerciale, elle va avoir beaucoup de relations et avec les externes et avec l'interne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des doubles validations de notre côté, mais aussi du côté marketing. Bon, à savoir que le marketing a toujours le dernier mot sur les parties de création, et c'est normal dans une entreprise d'avoir de l'expertise à ce niveau-là. Sur la partie commerciale, voilà, en fait, on ne peut pas définir des... Vous ne saurez jamais à l'avance ce que vous allez avoir comme responsabilité. Ça va vraiment se développer au fur et à mesure en fonction de comment aussi vous allez transparaître dans l'entreprise. Vous allez peut-être prendre de nouvelles responsabilités. À savoir que moi, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir assister, de pouvoir présenter des revues de marché auprès de clients comme Leclerc, Shell, Total, etc. Donc, il y a des prises de fonction aussi qui permettent, en fonction des managers qu'on a et du travail qu'on peut fournir, différentes. Et bon, ça s'acquiert avec le temps, hein, bien sûr, mais faut pas trop non plus se mettre la pression. Il faut aussi avoir beaucoup de communication avec les gens avec qui on travaille, parce que en fait, les responsabilités, ça s'acquiert aussi avec la confiance que les gens autour de nous, elles vont nous donner. Donc voilà, ça, c'est un développement personnel, et ça arrive au fur et à mesure, normalement, voilà. Tout le monde arrive à avoir ses responsabilités, un jour ou l'autre. Et juste pour rebondir sur ce que Jacques dit, c'est quand vous choisirez votre projet pro, ça c'est une grande question à se poser, c'est est-ce que je préfère travailler en start-up, scale-up, en PME ou en grand groupe? Parce que l'organisation dans ces entreprises, elle sera hyper différente. Entre Jacques qui a des responsabilités qui sont déjà quadrillées, prédéfinies à l'avance, et moi où c'est pas comme je te pousse, mais presque, voilà, je suis assez libre dans mes mouvements. J'ai une responsable hiérarchique, mais concrètement, elle est surtout là parce qu'il faut un responsable hiérarchique. Sinon, je suis vraiment très très seul sur mon travail, très autonome, ce qui ne serait pas le cas dans un grand groupe où bah, il y a tous des processus de validation. Et ça, c'est un point très important lorsque vous allez réfléchir à votre projet professionnel, c'est dans quel contexte j'ai envie d'évoluer. Et Merci aussi, beaucoup. Vas-y, Jacques. la responsabilité, elle vient aussi avec l'autonomie. C'est-à-dire que ce qui est très important au travail, c'est d'être proactif. Il faut être force de proposition, d'intention, et c'est grâce à ça souvent que on va se voir attribuer des responsabilités ou non. Faut faire preuve au quotidien, je trouve. Voilà, la proactivité, c'est hyper, hyper important, et c'est très vu par les managers en général. Bon. Et n'ayez pas peur de faire une erreur, justement. Ça, c'est vrai que on est beaucoup, on est jeunes diplômés, on se dit, bon, bah, je n'ai pas encore l'expérience, j'ai pas de légitimité, c'est pas grave. Au pire, si c'est nul, c'est pas grave, vous avez voulu faire quelque chose, vous avez tenté quelque chose, c'est pas grave, on s'en fiche. Déjà, vous avez montré à votre manager que vous êtes capable de prendre un peu les devants et de faire des choses, comme le disait Jacques, mais en plus, vous allez apprendre justement de cette erreur. Et comme ça, vous ne la referez pas, et la prochaine fois que vous présenterez un projet ou une idée, il n'y aura pas cette erreur-là. Et ça, c'est vraiment... En France, on a tendance à avoir assez peur de l'erreur, mais là, il faut plutôt se mettre en mode américain et se dire, bon, bah, allez, je peux le faire, on y va, et au pire, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. C'est bon. J'avais une autre question à vous poser. Comment vous avez fait pour réussir à décrocher votre poste actuel? Jacques, tu nous as dit que tu avais déjà eu une expérience chez Heineken avant. Est-ce que toi, Guillaume, c'est ton premier métier aussi? Enfin, voilà. Alors moi, j'ai été diplômé dans une période un peu particulière parce que c'était période de Covid, donc assez compliqué pour beaucoup d'entreprises. Et ça, c'était vraiment mon premier vrai CDI parce que j'ai eu quelques expériences avant, mais qui étaient vraiment des petites expériences. Là, ça fait ouais, presque un peu plus d'un an et demi que je suis là. Et en fait, je l'ai trouvé tout simplement en postulant, en cherchant sur l'APEC. Alors l'APEC, c'est un outil que vous allez découvrir qui est génial quand on est cadre, parce que c'est un job board qui est vraiment dédié aux cadres. Il n'y a que des offres pour les cadres.
sur cette plateforme. Et en fait, j'ai cherché comme ça et j'ai vu, je me suis dit, bah tiens, l'émission a l'air intéressante. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, après, j'ai présenté mon projet, comment je voyais les choses, alors, en étant là aussi proactif, c'est-à-dire que je ne me suis pas contenté d'arriver à l'entretien, tenez, voilà mon CV, je réponds aux questions. Je suis arrivé à l'entretien, j'avais regardé leur site internet, j'avais regardé leur page LinkedIn et j'avais analysé en fait toutes les améliorations qu'on pouvait faire. J'avais tout détaillé en proposant à chaque fois, voilà, ça va pas parce que telle raison, voilà ce qu'on peut faire nous en interne ou alors avec un prestataire pour améliorer les choses et voilà ce que ça va rapporter derrière. Que ce soit en termes de visiteurs sur le site, par exemple, en termes de taux d'engagement sur LinkedIn, que ce soit en termes de génération de leads, pouvoir tout justifier, arriver comme ça en étant vraiment pro, je pense que c'est vraiment une des choses qui a fait la différence parce que, surtout quand on est jeune diplômé, on ne connaît pas encore trop les codes. C'était des stages avant, les enjeux sont assez différents. Un stagiaire, s'il se plante, c'est pas très grave. Lorsqu'on est salarié, si on se plante, ça peut avoir plus de conséquences. Et surtout, on s'attend à ce que vous soyez autonome et que vous soyez compétent dans votre travail. Votre rôle en tant que stagiaire, c'est d'apprendre. Votre rôle en tant que salarié, c'est de continuer certes à progresser, mais vraiment de produire. Et c'est ce que nous, en tout cas, puisque je travaille dans un cabinet de recrutement, nous, c'est ce qu'on demande de plus en plus à nos candidats. C'est quand ils arrivent, c'est voilà, quelles sont voilà, les améliorations que vous apporteriez, en plus du cas pratique qu'on va leur demander de faire pendant le processus de recrutement. Et souvent, c'est ce qui fait la différence, c'est lequel est allé le plus loin dans son analyse de l'entreprise, dans ses recommandations. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à son niveau. On ne vous demande pas d'être des dieux du marketing ou du commerce, mais déjà à votre niveau, de vraiment avoir creusé l'entreprise, avoir essayé de déterminer un peu quelle est sa stratégie, quels sont ses axes de progression. Et si vous vous plantez, c'est pas grave non plus. L'idée, c'est vraiment que vous montriez que vous savez faire les choses et que vous avez envie. Et ça montre de la motivation. Et toi, Jacques? Mm, Pour ma part, la recherche, elle a été sur tous les sites d'application. En fait, la recherche, il faut aussi la guider en fonction de, comme je disais avant, ce qu'on souhaite faire. Et il y a quelque chose qui est déjà assez déterminant, c'est le secteur dans lequel vous allez rechercher. Une fois que ça c'est fait, ben, enfin, moi je te parle pour postuler à des stages, hein, mais dans un sens, postuler à un stage, c'est comme postuler à un CDI, il faut être préparé. En amont, il faut regarder les profils LinkedIn, il faut se renseigner sur l'entreprise, il faut se renseigner sur le poste auquel on va postuler. Après, dans tout le processus de recrutement, il faut savoir que c'est échelonné. Il ne faut pas être surpris. D'abord, on va avoir des rendez-vous avec les RH. Enfin, de ce que j'ai vu en multinational, je ne sais pas si c'est pareil. Si, c'est pareil dans toutes les boîtes. Souvent, c'est RH, N+1, N+2, voire après, aller encore plus loin, plus test psychométrique dans certains cas, plus business case, etc. C'est ça. Souvent, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour rebondir ouais, sur le business case, faut être préparé, mais dans un sens, il faut vraiment être préparé parce qu'en fait, dans un entretien, on peut vous demander d'un coup d'ouvrir Excel, il va y avoir une étude de cas. Et fait, moi, par exemple, c'est ce qu'on m'a fait quand je suis arrivé chez Nestlé. Je n'étais pas forcément au courant. Étude de cas, et voilà. Et maintenant, tu as 20 minutes pour expliquer. Du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, voilà. Donc, il faut être préparé de manière générale à ce qu'on peut avoir comme question. On n'est jamais préparé à 100%. En fait, on ne peut pas savoir non plus la personne qu'on va avoir en face, ni les questions qu'on va recevoir. Mais déjà arriver et postuler à un emploi et savoir qu'on est préparé au maximum, ça nous met en confiance. Et d'un autre côté, ça met aussi en confiance les personnes qui vont intervenir en face de nous. Parce que les recruteurs, ce qu'ils recherchent aussi, c'est des personnes qui peuvent leur apporter et qui savent aussi ce que l'entreprise peut leur apporter. En fait, c'est vraiment, ces entretiens, c'est une bijection. Il faut partir du principe aussi qu'il faut que ça vous plaise à vous. Un entretien, c'est un peu dans les deux sens. Et c'est pour ça que c'est primordial. Il faut arriver à jauger dans un entretien de la personnalité de la personne qu'on va avoir en face. On ne saura jamais, évidemment, concrètement comment elle est au quotidien, mais c'est quand même un bon entraînement. Et moi, d'ailleurs, je vous conseille de postuler à plein d'offres de stage avant de trouver la petite pépite qui peut vous faire dire, tiens, c'est là où je veux aller.
Et des fois, ça peut être une personne, ça peut être une mission, ça peut être, en fait, c'est hyper large le panel professionnel. Et c'est pour ça, c'est une chance que vous avez là. Vous êtes vraiment aux portes de vos premières décisions qui vont vous faire entrer dans un monde sur lequel vous allez devoir vous épanouir pendant une quarantaine d'années par derrière. Et avoir cette chance, c'est quand même exceptionnel. Donc, les entretiens, c'est stressant, mais il faut aussi garder en tête qu'il faut que ça nous plaise à nous aussi en tant que postulants. Ouais, ça, c'est ce que nous, au cabinet, on dit très souvent aux entreprises, à nos clients. On leur dit, n'oubliez pas que lorsque vous embauchez un salarié, lui, il est en période d'essai, mais vous, vous êtes aussi en période d'essai. Parce que si jamais ce que l'entreprise me présente au final ne convient pas, bah, il va y avoir un décalage et le candidat a aussi le droit de rompre la période d'essai et de s'en aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et ce qu'on a comme chance par rapport, comme dit Jacques, à nos parents, c'est qu'on a tout pour se préparer. On a LinkedIn, on a Google, on a ChatGPT ou n'importe quelle autre IA générative. On a TikTok, on a YouTube, on a tout. Maintenant, on a accès à un flot d'informations, mais énorme, qui nous permet de nous préparer sur l'entreprise, sur nous-mêmes et en termes de posture. Je pense que c'est vraiment un point qui est important quand on est jeune diplômé, c'est vraiment cette posture cadre. C'est que vous n'êtes plus un petit étudiant voilà, qui va présenter son devoir à la fin de l'heure. Là, vous êtes un ou une professionnelle qui allait vous intégrer dans une entreprise, monter en compétences, faire monter également l'entreprise en croissance, en apportant ce que vous savez faire, en apportant aussi votre personnalité. Ça, c'est aussi un point qui est important, c'est la personnalité, parce que les compétences, elles peuvent s'acquérir, la personnalité, en revanche, ça sera toujours plus ou moins la même. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment importants et la préparation, c'est ce qui change en fait vraiment, c'est ce qui fait la différence entre deux candidats. Entre le candidat qui arrive, qui a regardé vite fait le site de l'entreprise et celui qui a vraiment pris le temps de se renseigner sur le recruteur, qui s'est renseigné vraiment sur ce que fait l'entreprise dans le détail, qui a cherché dans la presse potentiellement si elle a annoncé qu'elle allait lancer un nouveau produit ou un nouveau service. Tout ça, c'est des petites choses qui vous permettront déjà en entretien de rebondir avec le recruteur et qui montrent que voilà, vous êtes motivé par le poste et vous avez envie d'y aller. Et vous-même, vous savez aussi si cette entreprise potentiellement vous convient ou pas. Parce que si vous n'avez pas, si la culture d'entreprise, elle ne fit pas votre culture, ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment pas avoir peur, ne pas hésiter. Et une chose qu'on peut aussi faire maintenant, c'est contacter directement les personnes qui sont dans l'entreprise et leur demander, voilà, soit qui sont dans le même service, leur demander, bah voilà, tu fais quoi concrètement aujourd'hui, soit dans d'autres services pour savoir un peu comment ça se passe, quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont les relations entre les différents services. Parce que tout ça, ça sera de l'information en plus pour parler avec le recruteur, mais aussi pour vous, pour choisir si c'est bien ou pas pour vous. C'est ça qui est très important. L'idée, c'est pas que vous trouviez la bonne entreprise ou que vous soyez la bonne personne pour la bonne entreprise. C'est que vous soyez la bonne personne dans la bonne entreprise au bon moment. Et c'est ça le plus compliqué à trouver, mais c'est toujours, c'est largement faisable. Et juste pour appuyer le point, pour des recherches de stage, donc c'est les prochains trucs que vous allez sûrement avoir à faire. Il faut pas hésiter à contacter le stagiaire qu'il y avait avant. S'il y en avait avant, sur des stages d'une période de 6 mois, souvent tu arrives à retrouver, la personne qu'il y avait avant. Déjà de 1, elle peut donner des informations très utiles sur les personnes qu'on va avoir en face et surtout sur le métier, sur ce que vous allez faire. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui vient de faire ça ou qui a fait ça il y a 1 an, il y a 2 ans. Parce que, enfin, par exemple, là, à Nestlé, je sais qu'il y a une fille qui m'a contacté pour ça, pour avoir un peu un bilan de comment ça se passait dans l'entreprise, comment ça se passait au sein du service, comment ça se passait les entretiens. Enfin, et je suis sûr que les stagiaires qu'il y a eu avant vous, ils vont avoir vraiment à cœur de vous montrer réellement les points positifs, mais aussi les points négatifs qu'ils ont pu avoir au cours de leur stage. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller chercher sur LinkedIn, même si ça peut être stressant que des personnes voient que voilà, vous avez été sur leur page. En vrai, on s'en fiche de ça. Le plus important, c'est de vous renseigner. Et je vous jure qu'il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas avec quelqu'un qui a déjà été dans l'entreprise et tout ça. Il faut vraiment prendre en main le fait de postuler et aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Donc, je retiens un point important, c'est la nécessité d'être préparé pour être en confiance et surtout inspirer la confiance auprès du recruteur. Et donc maintenant, j'avais une autre question. Euh, Comment vous arrivez à maintenir un équilibre entre
votre vie pro et votre vie perso. Voilà. Je sais pas qui veut commencer. Bah, honnêtement, alors quand c'est en stage, je pense que c'est un peu plus facile quand on est stagiaire que quand on est en CDI. Enfin, dans mes stages, l'équilibre vie pro, vie perso était plutôt bien respecté, mais aussi parce que j'avais la chance d'avoir une manager qui était vraiment très, très, très rigolo là-dessus. Puisque quand on est stagiaire, théoriquement, c'est 35 heures par semaine. Je dis bien théoriquement, généralement, on se retrouve vite, surtout sur les stages de 4 mois, 6 mois, on se retrouve vite à faire plus. Euh, et après, quand on est cadre, en fait, souvent les cadres sont au forfait jour. Donc, j'ai un quota de jours à faire dans l'année, mais j'ai pas d'horaire. Donc, si le matin, j'ai envie d'arriver à 10 heures et de repartir à 16 heures, en soi, théoriquement, je peux le faire. Bon, ça ne m'arrive jamais. Enfin, ça m'est jamais arrivé, peut-être une fois au mois d'août, ça a dû arriver, sinon, ça n'arrive jamais. Et l'équilibre, en fait, il se fait déjà avec la déconnexion. Ça, c'est un exercice qu'il faut vraiment faire et pas juste physiquement dans le sens où je coupe mon téléphone perso et je ne réponds pas à mes mails pro le soir et le week-end. C'est aussi soit ne pas penser à son entreprise, vraiment mentalement aussi se déconnecter. Et ça, c'est un exercice qui peut être un peu difficile parce qu'au début, on est trop content, on adore son taf, on trouve ça génial, et donc on est à fond, on réfléchit et tout. Alors qu'en fait, non, c'est aussi bon, c'est sain même d'être capable de déconnecter, de faire autre chose, que ça soit. Bon, alors moi, je suis quelqu'un d'assez sportif, je fais beaucoup, beaucoup de sport. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide parce que vraiment, au moment où je suis en sport, je fais vraiment que ça. Je me focus vraiment là-dessus. Et une autre chose, en fait, c'est surtout bien anticiper ce que j'ai à faire, ce que j'ai à faire ma to-do. Vraiment, j'anticipe à mort pour éviter justement de me retrouver. Alors, sauf là en ce moment, parce que c'est la fin de l'année. Donc, il y a les budgets, il y a la stratégie de l'année prochaine, les plans d'action, les devis, les trucs. Donc, je fais des horaires un peu plus larges. Alors, exceptionnellement, ce soir, pour vous, je suis parti à 18 h, ce qui pour moi est presque prendre ma soirée. Mais sinon, l'anticipation, il faut anticiper son travail et il faut être capable de reconnaître ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que si vous savez ce sur quoi vous êtes bon, vraiment appuyez bien dessus. Et si vous avez des faiblesses sur d'autres choses, ce qui est normal, n'ayez pas peur en fait de demander de l'aide à votre N+1 ou à vos collègues parce qu'ils sont plus expérimentés que vous. Donc, ils peuvent soit vous donner des astuces, soit parfois vous soulager un petit peu de votre charge de travail. Mais ils peuvent, en tout cas, ils vous feront monter en compétences. Et cette montée en compétences, sur le court terme, n'aura pas d'effet, mais sur le long terme, ça vous permettra après d'être plus efficace dans ce que vous faites et donc de mieux avoir cette répartition vie pro, vie perso. Du coup, effectivement, je rejoins Guillaume sur le fait que c'est primordial de vraiment séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Après, il y a des moments, ben, on est obligé, même en stage, hein, disait Guillaume, normalement, on est censé faire 35 heures, c'est pas la réalité. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis arrivé chez Nestlé, je faisais du 8h30, 19h, quasi tous les jours pour me former. C'est pas la réalité non plus dans tous les stages. Ça dépend aussi de la personne qui vous accompagne, comme je disais, la manager. De notre côté, on le disait tout à l'heure, mais le monde de l'entreprise, ça met quand même un cadre au niveau de la semaine. En fait, vous n'êtes plus en école, vous n'êtes plus dans le monde de l'étudiant, et c'est plus les mêmes enjeux, c'est plus la même façon de penser. Vous évoluez, vous grandissez aussi en même temps que vous évoluez dans votre projet professionnel. Et dans un sens, c'est bien, on s'assagit plus aussi, honnêtement, quand on arrive et que le lendemain, ben, on doit être à 9h au travail, 8h30 au travail, ben, on prend conscience que ben, d'aller se coucher à 22, 23, minuit, des fois, ben, c'est quand même quelque chose de bien. Mais ça, la vie professionnelle, elle n'empêche pas du tout d'avoir une vie personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais de souci à me dire, tiens, un mercredi soir, je vais aller manger au resto avec mes potes. Et puis aussi, il faut savoir qu'il reste quand même le week-end. Et comme tout bon étudiant, on attend aussi le week-end de manière un peu plus forcée même. Mais allier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est pas compliqué. C'est juste une question d'organisation, en fait. Et l'organisation, ça s'apprend avec le temps. Alors, au début,
on réfléchit pas, du coup on se retrouve fatigué le lendemain. De notre côté, on annule des plans alors qu'en fait, ben, on aurait pu y aller, on regrette. Mais c'est comme la vie de tous les jours. En fait, comme on s'adapte à la vie d'étudiant en école sup, on s'adapte à la vie professionnelle de manière similaire. Et en fonction des villes que vous allez choisir, vous allez soit retrouver des amis qui sont sur place, un petit copain, une petite copine, enfin, peu importe. Mais la vie, elle s'articule vraiment autour du travail, mais aussi autour de sa vie personnelle. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et vous vous plantez si vous vous dites que en semaine, votre vie, c'est métro, boulot, dodo. C'est pas vrai. C'est pas forcément le cas. Et c'est pas obligatoire pour réussir dans son stage, dans son boulot. Mm. Surtout que vivant à Paris, je peux vous confirmer que la vie, c'est pas du tout métro, boulot, dodo. En s'organisant bien, on peut largement faire énormément de choses. Après, oui, j'ai fait une fois vraiment la grosse soirée jusqu'à 1h du matin quand j'étais en stage. Et c'est fini, je ne le referai plus. Clairement, je vous conseille vraiment de ne pas le faire parce que derrière, quand vous allez arriver, il sera 9h30 ou 10h et vous n'allez rien faire de votre journée. Et derrière, votre manager, il va vous dire tu l'as fait une fois, ça passe, pas de deuxième fois. Donc, on peut avoir une vie pro et perso. Et par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que la vie ne s'articule pas autour du travail. La vie, elle est vraiment organisée. En fait, c'est vraiment un agencement entre les deux. Mais perso, j'organise pas du tout ma vie perso en fonction de ma vie pro. C'est vraiment ouais, un équilibre entre les deux qu'il faut trouver. Mais ma vie pro n'est pas plus importante que ma vie perso. Non, mais je disais, ça s'articule autour de la vie pro et de la vie perso. Enfin, c'était plutôt C'est l'un vraiment et l'autre. la combinaison. Mais, Mais c'est difficile à trouver. C'est super difficile, ça prend du temps. mais c'est super cool, hein. On n'est Ah, pas... mais c'est cool, j'adore. J'ai une question encore. Donc, quelles sont les compétences les plus importantes selon vous dans le cadre professionnel? Vous avez mentionné l'organisation déjà. Je pense que ouais, c'est l'une des plus importantes. Euh, je pense que pour moi, il y a deux compétences vraiment qui sont valables dans tous les métiers, dans tous les secteurs. La première compétence à avoir et qu'on met un peu de temps à acquérir parce que bah, forcément on est jeune, c'est d'être capable de se remettre en question. De se dire, bah, en fait, ce que j'ai fait, parce que quand on a un projet, on est vraiment en mode, ah, ben, je sais que c'est un bon projet, c'est génial ce que je vais faire, et en fait, non, ça ne fonctionne pas. Et il faut être capable d'avoir cette humilité de se dire, bah non, en fait, ce que j'ai fait, bah non, c'était de la merde. Et il faut que je sois capable vraiment de me dire bah, pourquoi j'ai merdé. Et quand quelqu'un me fait une remarque, il faut vraiment être capable de l'accepter. Et d'accepter que oui, en fait, on n'a pas toujours raison. Et ça, c'est un travers qu'on a quand on sort, parce qu'on se dit, ouais, c'est bon, je suis diplômé, je suis un master, j'ai un master 2, je suis cadre maintenant, je suis un adulte. En fait, non. On va apprendre qu'on soit à sortie d'école ou qu'on ait 65 ans, on peut toujours se tromper. Il faut être capable d'accepter ça et ouais, de se remettre complètement en question et de se dire voilà, j'ai fait les choses mal, maintenant comment je peux les faire différemment pour les faire mieux. Ça, c'est la première compétence qui pour moi est indispensable. Et la deuxième, c'est la prise de recul. C'est-à-dire être capable de sortir la tête du guidon de l'opérationnel pour voir vraiment la big picture, vraiment être capable de voir comment toutes les actions qu'on fait, tout ce que fait l'entreprise s'agence les uns dans les autres. Parce que si on voit juste un petit rouage à son petit niveau, on n'ira jamais très très loin. Alors que si on voit toute la machine et comment chaque rouage s'imbrique dans les autres, là on comprend déjà l'importance de son travail et pourquoi bien faire son travail en fait. C'est hyper important parce que ça touche tous les autres membres de l'entreprise. Et en même temps, ça permet aussi de prendre de la hauteur et de voir plus loin, sur le plus long terme, de savoir ce qu'on veut. Et même pour l'entreprise aussi, de se dire, bah voilà, en fait, aujourd'hui, on fait ça, ça, ça. Voilà comment ça s'imbrique dans ça, ça, ça. Donc, en fait, potentiellement, si je fais ça, ça va avoir telle et telle et telle conséquence sur l'entreprise. Ça permet de monter en compétences et ça permet également progressivement de prendre plus de responsabilités aussi, ce qui est pour les intéressants. Et je suis assez d'accord avec Guillaume sur ce qu'il vient de dire. Bon, je vais pas articuler beaucoup plus que ça, mais ouais, c'est clair, il y a trois compétences pour moi qui sont primordiales. C'est la capacité d'adaptation,
la capacité de communication et du coup, en soi, la prise de recul autour de ça, pardon, autour de soi et bien sûr, l'amélioration au quotidien. En fait, le but aussi, c'est de croître et d'améliorer ses skills. C'est hyper important et c'est ce qui te permet d'évoluer en entreprise et de pouvoir prétendre à, bah, du coup, à des postes plus évolués, à gagner en responsabilité, etc. J'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez pu rencontrer des défis dans vos métiers ou dans vos stages et comment vous avez fait pour les surmonter s'il y en a eu? Bah, moi, le défi auquel j'ai été confronté quand je suis arrivé chez Iberia, c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et forcément, quand on sort d'école, même en ayant fait des stages avant, en ayant travaillé aussi beaucoup en start-up, c'est vrai qu'arriver et voilà, on arrive dans l'entreprise, on présente vite fait l'entreprise pendant 1 heure et demie, 2 heures, et puis ensuite on te dit bon bah maintenant, à toi de jouer. Il n'y a personne qui va te dire si ce que tu fais c'est bien, c'est mal. Là, c'est vraiment t'as, un terrain vague devant toi, il faut tout construire. Et c'est vrai que ça a été un gros gros défi, puisque dans une entreprise qui n'avait pas de marketing avant, il fallait déjà montrer l'importance en fait que ça a, pourquoi on fait les choses, et surtout ce que je fais au quotidien. Et encore aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis là, mais je suis encore en train d'expliquer pourquoi on fait telle ou telle action et pourquoi c'est important qu'on travaille tous ensemble. Et ça, c'était un gros, gros défi de cette prise, déjà, bah, la prise de recul, parce qu'on peut se lancer tout de suite dans l'opérationnel. Bon, bah, je vais commencer tout de suite à faire plein de choses. Mais si derrière, on n'a pas pris ce recul, on n'a pas pris ce temps de réflexion pour vraiment poser les choses et que tout soit bien articulé, bon, bah, en fait, on brasse beaucoup d'air, mais on ne fait pas grand-chose. Donc ça, pour moi, c'était le plus gros défi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, je me suis rappelé en fait, de mes cours de gestion du stress, notamment, en me disant, bon, bah voilà, si j'ai été embauché, c'est que je suis quand même un minimum compétent, normalement. Donc, je me suis posé et en fait, j'ai tout mis par écrit. Je me suis fait des tableaux avec voilà, tout ce que fait l'entreprise, voilà ce que font les concurrents, un benchmark hein, assez simple. Et je me suis dit, bon, bah voilà, à partir de là, qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui par rapport à l'objectif, en fait, à l'endroit où on veut aller. Et ça a été vraiment se prendre ce temps, en fait, ce temps long, qui aujourd'hui est difficile à prendre parce qu'on est dans les entreprises, on veut toujours aller plus vite, il faut toujours produire plus, aller plus vite, être plus efficace. Et en fait, je pense que c'est nécessaire, par moment, de prendre ce temps, de se dire, bon, bah, pendant 1 heure, je ne vais pas produire à proprement parler de la valeur, mais je vais juste me poser, je vais juste réfléchir. Et ça, enfin, pour moi, c'est ça qui a fonctionné. Et maintenant, je le fais quand même assez régulièrement, justement, de prendre ce temps juste pour réfléchir à où je veux aller, où je veux emmener le marketing chez Leaderia. Et puis après, bien sûr, communiquer avec, j'ai communiqué beaucoup avec bah, tout le monde. Communiquer avec tout le monde, voilà, toi, tu fais quoi dans l'entreprise? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment tu t'organises? Comment tu parles à tes clients? Comment tu parles à tes candidats? Quelles sont leurs attentes? Parce que le marketing, de toute façon, c'est très customer-centric. Hein, on est vraiment autour du client. Et au final, ça a été ça, quoi. Essentiellement, ça a été vraiment ça que j'ai réussi à m'en sortir et que je suis toujours là après 1 an et demi avec des responsabilités de plus en plus importantes et qui vont continuer là à s'agrandir en 2024 avec potentiellement un stagiaire ou un deuxième salarié à manager qui va arriver. Ok, ben pour ma part, moins gros défi quand même, on va dire. Ça n'a pas été une refonte commerciale ou quoi. Non, plus sérieusement, en fait, moi, quand je suis arrivé sur mon poste chez Nestlé, eh ben, ma manager est arrivée sur le poste elle aussi. Et du coup, là, en sachant que c'était une jeune. Bon, bref. Le vrai challenge que j'ai eu, ça a été de me former, entre guillemets, en même temps qu'elle se formait. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'apprenne moi-même qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je le fasse et pourquoi il fallait que je le fasse. Et tout ça, comme il disait Guillaume, ça passe par de la communication autour de soi, par franchement des questions qui peuvent paraître bêtes, mais qui te font gagner du temps, mais de manière considérable sur une journée. Et ça a été vraiment, du coup, je rebondis encore sur le fait, mais l'adaptation, le fait de pouvoir s'adapter et se dire, tiens, qu'est-ce que moi je sais faire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment est-ce qu'il faut que je le fasse aujourd'hui pour pouvoir répondre aux attentes qu'on a de moi.
Donc, c'était à la fois un défi, mais ça a été aussi la plus belle opportunité que j'ai pu avoir sur une prise de poste, dans un sens où, en fait, j'ai appris en même temps que ma manager. Donc, aujourd'hui, quand un manager se présente, elle ne me dit pas je suis son stagiaire. En fait, moi, je suis son assistant. C'est quelqu'un qui a appris en même temps qu'elle, qui a appris avec elle et qui a, en fait, le fait de pouvoir s'exprimer soi-même au niveau du travail et de pouvoir, du coup, montrer ses qualités, c'est la plus belle opportunité que vous pouvez avoir. Et ça rebondit sur tout ce qu'on a dit depuis le début de cette réunion. Il faut vraiment croire en soi aussi. Il faut être sûr de ses compétences, de ses capacités. Ce que vous faites, c'est pas du flanc. Vous avez des études sup. C'est pour arriver à quelque chose. Alors, le côté professionnel et ce que ça m'a réellement appris, en fait, c'est du coup la manière de progresser au travail, de mettre du coup en exergue tout ce que j'avais appris auparavant. Et donc, c'est en ça que le monde professionnel est différent, c'est parce que, en fait, c'est plus de la théorie, là, c'est de la pratique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, c'est plus des calculs, des maximisations de profit qu'on fait, c'est réellement, voilà, à quoi ça sert? Tu as un tableau, tu dois savoir pourquoi c'est comme ça, expliquer, et voilà, faire de l'analytique. Et ça passe par, bien sûr, des plantages complets. Et c'est en se plantant vraiment qu'on arrive à apprendre et qu'on progresse, quoi. D'accord, bah écoutez, tous les deux, merci pour vos explications. Est-ce que quelqu'un veut poser une question dans les étudiants qui écoutent? Moi, j'ai une question pour vous. Si je ne me trompe pas, vous avez tous les deux dit que vous aviez fait des études à la Cato d'écofinance. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fini dans le marketing et dans le commerce? Est-ce que c'est dès le début, enfin, vous pensez que vous étiez plutôt quelqu'un de créatif ou c'est par vos études, par des expériences, en parlant, etc. Moi, j'ai Alors, un parcours. Ouais, vas-y. non, mais en fait, je pense que Guillaume, peut-être de manière différente, mais moi, le côté licence éco-finance, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où c'est un premier pas vers des connaissances en école supérieure et c'est un premier pas vers de la spécialisation. Après, concrètement, mon choix de parcours, il a été fait après, a posteriori, en fait. C'est un indicateur en soi, la licence Ecofi. Moi, je me suis éclaté en licence Ecofi avec prépa. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient extraordinaires, que ce soit des professeurs ou même des amis qui sont encore, enfin, je vois tout le temps. Et concrètement, le choix professionnel, moi, il s'est fait sur le tard. En fait, c'est quelque chose où j'étais sûr de ce que je voulais faire, entre guillemets. Et je te dis, ça peut encore changer. J'ai que 23 ans. Donc, si tu veux, ça peut vraiment changer et ça se développe au sein de ce que tu fais, en fait, au quotidien. Et ce qui est bien, avec la Cato, l'Ecofi, c'est que ça te donne les clés pour pouvoir te diriger là où tu veux. Oui, Donc, ouais, c'est clair, vous avez la chance d'avoir des super profs, vous avez la chance d'être dans un des meilleurs instituts qui te permet en concours parallèle d'intégrer des écoles du top 10 français, du top 15, enfin, peu importe, ça te permet surtout de t'orienter et de pouvoir faire après, de pouvoir choisir. En fait, ça te permet de choisir ce que tu veux faire. C'est vrai que j'ai un parcours un petit peu plus chaotique, parce qu'après le bac, à la base, j'avais fait de la chimie. J'avais fait une prépa chimie, donc rien à voir avec l'économie, et je suis arrivé en économie par hasard. Parce que je me suis dit, bon, allez, il faut que je fasse quelque chose, autant faire de l'économie, on verra ce que ça donne. Et en fait, j'ai adoré. Comme l'a très, très, très bien dit Dax, c'est qu'en fait, on a une formation théorique en économie qui est vraiment hyper solide et c'est la base en fait de la compréhension du fonctionnement d'une entreprise. Qu'après, on parte sur les RH, sur du commerce, sur du marketing, sur de la finance, c'est vraiment un socle hyper solide et notamment pour moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir Monsieur Lesbourg en statistique et il était génial comme prof. Et aujourd'hui, en fait, ces cours me servent encore, alors de façon moins littérale, moins théorique, mais je me sers toujours en fait de ce que j'avais vu avec lui pour ensuite, dans mon travail au quotidien, puisque une grosse partie du marketing, c'est de l'analytique. Et pour moi, le fait d'avoir fait de l'économie, c'est une super compréhension en fait de l'entreprise et de façon plus générale de la société. Parce que en fait, l'économie, c'est vraiment la base en fait du fonctionnement de notre société aujourd'hui, parce que tout est monétaire. Et en marketing, on en a besoin, enfin surtout en B2B, on a besoin d'avoir une compréhension de ces indicateurs économiques. Alors,
pas forcément toujours à la semaine ou au jour près, mais je m'en sers aujourd'hui quand même dans mon travail parce qu'il faut que je sois capable de comprendre voilà, comment mes clients dans leur secteur, comment leur secteur vont. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, quels sont leurs indicatifs aussi, parce qu'il faut que je puisse m'adapter aussi par rapport à ça. Et ça, Jacques, il l'a répété pendant toute la réunion, c'est qu'il faut s'adapter en permanence. Il faut nous adapter dans l'entreprise, mais il faut aussi être capable d'adapter son entreprise à tous les changements. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un changement, mais des changements dans votre carrière sur 45 ans, vous allez en connaître énormément. Et ça, l'avantage d'avoir cette formation solide que vous avez eue au départ, ça vous permet justement de comprendre comment ça se passe et de pouvoir évoluer par la suite. Alors, tout en se remettant en question, c'est là où je reviens sur ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être capable de se remettre en question en permanence pour ensuite évoluer parce que vous allez changer probablement, on estime aujourd'hui, entre 10 et 12 fois de métier. Je ne parle pas d'entreprise, je parle de métier au cours de votre carrière. Puisqu'on va se développer, l'IA va changer énormément de choses dans nos métiers, dans la façon dont on conçoit l'entreprise, dont on conçoit le monde du travail. Ça a changé énormément de choses. Donc, avoir un socle solide, c'est vraiment indispensable en fait, pour construire tout le reste de votre immeuble professionnel. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Alors, ça, c'est une question que je me pose depuis que je suis arrivé chez Iberia. Honnêtement, moi, ce que je fais, c'est en fait c'est de la communication. C'est-à-dire que j'envoie très régulièrement des mails aux commerciaux pour leur expliquer, voilà, on a fait ça, ça, ça. La prochaine fois, on va faire ça, 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 pour que eux, ils restent au courant de ce qu'on fait. Et moi, je fais des points avec eux. Parce que spontanément, tous les commerciaux vont pas aller te voir en te disant, bon, bah tiens, moi j'ai ça comme retour client, moi j'ai ça, tout ça. La plupart, ils ont autre chose à faire, clairement. Donc, en fait, faut bloquer des points, soit avec le responsable, soit individuellement. Mais en fait, faut aller vers eux, faut faire l'effort d'aller vers eux, de revenir vers eux, faut les pousser et surtout partir du bénéfice client. C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour eux de te faire des retours clients. Et une fois qu'ils auront compris l'intérêt qu'il y a, que toi, tu saches exactement ce dont leurs clients ont besoin, et donc tu vas pouvoir adapter ce que tu fais au marketing pour leurs clients, tout de suite, en fait, spontanément, vont dire, ah bah tiens, mes clients en ce moment, c'est ça et ça leur problématique. Donc je pense qu'en fait, il faut plus axer là-dessus. Et du coup, hop, et derrière, en fait, ça va faire la boucle parce que le client, et on a eu le cas là il y a à peu près un mois, sur de la RSE où les commerciaux ont dit, bah, en ce moment, le sujet du moment, c'est la RSE. Il faut des responsables RSE. Ils demandent que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mailing à tous les DRH que j'avais dans ma base en les ciblant par rapport à la taille de l'entreprise. Et derrière, en fait, on a réussi à avoir 3 missions qui sont sorties parce qu'en fait, j'étais parti de leurs besoins réels de leurs clients. Et en fait, ça a fait la boucle. C'est le client, le commercial, le marketing, le client, et ensuite on tourne. Et c'est pour ça que commercial et marketing, on est indispensable. Mais il faut vraiment avoir ce niveau de communication. Je dis pas travailler main dans la main, mais presque. Et pour ça, bah, si eux ne font pas l'effort, bah, toi, faut faire l'effort d'aller les voir et à ne pas hésiter derrière, bah, quitte à un peu être brusque et à bloquer les points dans leur agenda. Et leur dire, bon, bah voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on fait un point. Mais généralement, moi, je fais plutôt toutes les 2 semaines. Je fais un point, voilà, ça dure une demi-heure, c'est très rapide. C'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines? Tac, 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 ok, très bien. Si je te propose ça, est-ce que tu penses que ça s'intègre avec toi ce que tu fais? Oui, non. Hop, ok, c'est bon, on y va. Du coup, moi, j'ai l'autre vision. Et je pense aussi, juste pour clarifier quelque chose, le commerce, ils ne sont pas forcément sur le terrain. En fait, le commerce et le marketing, par exemple, le point de vue que j'ai, moi, c'est dans les grosses entreprises, c'est vraiment juste un petit pas qui différencie le commercial du marketing. Ça va être juste les points d'engagement qui ne vont pas être les mêmes. Mais comme il disait Guillaume, le fait d'être en phase sur les objectifs et sur la vision qu'on veut donner à l'entreprise et à la marque, c'est hyper important parce qu'il faut savoir que en fait,
le commerce et le marketing, ils ont des objectifs qui sont communs. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans la même boîte. Et si l'entreprise, elle a... en fait, on ne travaille pas l'un contre l'autre. Il faut vraiment garder ça en tête. En entreprise, on travaille tous ensemble. Et comme il disait, ça peut passer par du mailing, ça peut passer par des rendez-vous hebdomadaires. Nous, c'est ce qu'on a chez Nestlé. Mais d'un autre côté, après, moi, je privilégie quand même le rapport physique, c'est-à-dire que pour des petites validations, des petits points de divergence qu'on peut avoir, aller au bureau à côté, ben, ça demande 30 secondes à pied et ça permet quand même d'avoir un contact humain qui est primordial parce que, bon, voilà, en dehors de toute la partie commerciale ou toute la partie marketing, on reste quand même des humains qui travaillent ensemble. Et concrètement, quand l'objectif c'est le même, souvent on se met d'accord. Il y a des divergences, forcément, mais dans l'absolu, c'est un travail main dans la main. Et du commercial au marketeur, pour arriver au client, en soi, souvent, c'est vraiment un tout petit pas. Hein. C'est des échanges de pigeons d'un côté ou de l'autre. Et honnêtement, je pense que quelqu'un en marketing peut avoir le même point de vue que quelqu'un en commerce sans forcément échanger dessus. Non, c'est juste qu'on a des approches en fait qui sont différentes, mais au final, on fait des façons, enfin, on fait plus ou moins la même chose, mais avec des approches qui sont différentes. Là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est nous, dans notre entreprise, on est très très libre au niveau du télétravail. Il y en a qui sont full télétravail à 4 jours par semaine, voire 5 jours par semaine. Moi, je suis à 3 jours, alors que j'habite Paris et que les bureaux sont à 30 minutes de chez moi. Mais du coup, en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, je suis 3 jours en télétravail et en fait, j'ai 2 jours où, quand je vais au bureau, en fait, je fais que du social. Mm. Je fais vraiment que ça de la journée. Je ne fais pas du tout de production, d'opérationnel. Je suis juste là pour parler avec les gens, échanger avec eux, faire tous mes points. Je fais vraiment que du contact physique pendant 2 jours. Donc là, mais après, ça, c'est ma méthodologie. L'idéal, c'est de trouver vraiment ce qui se convient. Si tu ne te sens pas à l'aise forcément de faire des points physiques et que tu préfères faire des mails réguliers, très bien. L'idée, c'est de trouver à la fois ce qui te convient à toi et ce qui te convient aux commerciaux. Parce que si les commerciaux ils sont pas du tout mailing, bon, bah, ton mail il ne sert absolument à rien. Ils vont le voir, ok, très bien, ils vont le lire en diagonale, il va finir à la poubelle. S'ils sont plus téléphone, bon, bah, tu décroches ton téléphone et tu les appelles. La communication, c'est vraiment s'adapter à la personne qui est en face, sinon ton message, il n'y aura aucun impact. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, un grand merci du coup, à vous deux d'avoir pris du temps pour nous raconter tout ça. Euh, voilà, je ne sais pas si Pauline, tu veux dire quelque chose? Bah, je voulais juste vous remercier parce que c'était hyper intéressant et faire le lien en plus entre les deux, ça nous a apporté beaucoup de valeur et vous avez répondu exactement à nos questions. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps et excusez-nous de vous avoir fait partir du bureau à 18h. C'est pas grave, franchement, c'était avec plaisir. Ça change. Voilà, j'étais à votre place il y a quelques années et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir donner aussi en échange, d'avoir ce retour d'expérience en tout cas de votre part. C'est très agréable et franchement, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, franchement, n'hésitez pas, hein, même à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus sur un domaine ou sur l'autre. Ou même nous, on pourra je pense, vous guider vers d'autres personnes qu'on connaît. Et voilà, gardez en tête que là, enfin, vous avez toutes les opportunités possibles Ah devant ouais. vous. Et c'est une super chose. Merci de nous avoir invités en tout cas. Moi, je suis super content d'avoir pu partager mon expérience. Merci beaucoup et très bonne soirée. Bonne soirée tout le Très monde. bonne soirée à vous, bon courage.